Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette édition très particulière du Salon du livre virtuel, évidemment, compte tenu des mesures sanitaires que l'on sait et que l'on subit par ailleurs. Alors, j'ai quelques précisions d'abord à vous fournir. Alors, je vous rappelle que le livre de Gérald Godet, je suis en compagnie de l'auteur, Parlons de nuit, de fureur et de poésie, est publié à la maison d'édition Nota Bene dans la collection Palabre, une collection dirigée par l'essayiste Étienne Beaulieu. Maintenant, je vous rappelle également que le livre est disponible à la vente au stand virtuel de la maison d'édition et sur la page d'accueil, le bouton Salon virtuel permet de visiter tous les stands des éditeurs présents et même de bouquiner par genre littéraire. Pour chacune des animations présentées par le Salon du livre, le ou les livres présentés seront tirés au sort parmi les gens qui assistent en direct à la présentation, donc à vous, cher public. Il s'agit de remplir le formulaire qui est situé juste en bas de l'écran pour participer au concours et c'est valide pour les activités présentées sur la plateforme du site et non pour celles en Zoom, me dit-on. Alors, je vous disais, je suis en compagnie de Gérald Godet. Gérald Godet, dans la région, évidemment, n'a pas besoin de présentation, mais nous allons quand même faire les présentations d'usage, étant donné que nous serons sûrement écoutés jusqu'en Moscou peut-être, ou en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. C'est ça le virtuel, Gérald. Peut-être même Rome. Et peut-être même Rome, pourquoi pas. Alors donc, Gérald Godet est poète, essayiste, critique littéraire, intervieweur littéraire. Gérald Godet aussi a enseigné la littérature au Cégep de Trois-Rivières, longtemps, plus de 30 ans. C'est de 35 ans, donc la littérature au Cégep de Trois-Rivières, ainsi qu'à l'UQTR. Vous avez collaboré au quotidien régional, Le Nouvelliste. Vous avez également été collaborateur au Devoir et à Lettres québécoises. Et vous êtes aujourd'hui membre du comité de rédaction de la revue Les Écrits. En 2019, Gérald Godet, vous avez fait paraître aux éditions Nota Bene un recueil d'entretiens, cette fois sur l'essai et la création littéraire, et vous aviez comme titre Écrire, aimer, enseigner, écrire, aimer, penser, pardon, donc entretien sur l'essai et la création littéraire chez Nota Bene, donc, et cette année, toujours chez Nota Bene, vous publiez dans la collection Palabre, je le disais tantôt, un autre recueil d'entretiens, cette fois intitulé Parlons de nuit, de fureur et de poésie, je vous le disais tantôt, dans la collection Palabre. Alors, Gérald Godet, en ces temps de COVID, jamais la devise de Descartes n'aurait été à ce point au goût du jour. Larvatus prodeo, j'avance masqué, nous en sommes tous là. Je vois que dans la salle, à l'occasion du tournage, il y a des gens qui portent le masque. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Gérald Godet, j'avance masqué, cette devise de Descartes, est-ce que ça pourrait être aussi votre devise? Parce que dans vos recueils d'entretien, vous posez quand même des questions très, très, très intimes. Mais vous êtes plutôt discret. Absolument. Alors, moi, je me compare à un chat. Je vois mon chat chaque jour qui... Le chat de Mallarmé. Bah oui, si vous voulez. Alors, il s'appelle Monsieur Émile. Alors, évidemment, oui. c'est un thème littéraire, c'est un personnage de la littérature. Alors, je lui ai donné le nom de Monsieur Émile. Mais je suis comme un chat dans la mesure où, comme le chat, j'aime être proche et en même temps un peu à distance. Alors, avec les écrivains, c'est un peu la même chose. Alors, je crois que si je vais vers eux, c'est pour qu'on développe ensemble une certaine intimité, qu'on ait confiance, que l'écrivain se sente bien accueilli et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et dans cette mesure-là, il y a, j'ai l'impression, ce moment-là, un peu d'exception qu'on se donne, mais en même temps, il y a cette distance-là que je garde tout le temps parce que je suis devant une œuvre, je suis devant une écriture, je suis devant quelqu'un que je connais, mais pas tant que ça non plus, que j'ai pu côtoyer, mais que souvent, même dans ce livre-là, c'est souvent le cas, que j'ai pu
que j'ai pu rencontrer pour la première fois. Alors, il y a cette intimité-là que je veux créer, mais en même temps, il y a toujours ce détachement-là. Et je pense qu'en étant aussi à Trois-Rivières, en étant donc un peu loin des grands centres, là où tout bouge, là où tout s'acoquine, évidemment, eh bien, ça me donne un espace de liberté où je peux côtoyer qui je veux et qui j'aime et vers lesquels je me sens bien, évidemment. Mais il y aurait beaucoup de gens vers lesquels je voudrais aller, mais que je ne peux pas aller parce qu'évidemment, on ne peut pas tout prendre. Mais j'ai envie tout de même de vous poser, Gérald Godette, comme question, pourquoi êtes-vous allé vers ces écrivains-là plutôt que vers d'autres? Parce que au moment où Ils sont 18 dans le recueil. Oui, parce qu'au moment où je travaillais ce recueil-là, où je le pensais, je remarquais chez beaucoup de jeunes écrivains qu'il y avait 2 obsessions qui me paraissaient étranges parce que très différentes de moi. C'est le trash et la fureur, on pourrait dire l'espèce de rage, de violence. Alors, j'ai voulu, comme ça m'est étranger, parce que le trash, dire raconter, par exemple, une fatigue d'être, une fatigue existentielle, une fatigue de l'époque, raconter des nuits de beuverie où là, on est un peu en décomposition, raconter des mondes qui sont un peu délabrés. Évidemment, c'est pas ce vers quoi je vais spontanément. D'un autre côté, il y avait ce type d'écriture aussi où je voyais, par exemple, chez Jean-Marc Desjans, j'avais côtoyé Yves Boisvert, je voyais aussi chez Jonathan Charette ou chez François Guérette. Il y avait quelque chose d'un petit peu plus virulent et violent. Là aussi, ce n'est pas mon tempérament. J'ai peut-être une rage intérieure. Je suis peut-être trash aussi dans mon quotidien, mais d'un autre côté, ce n'est pas moi. Alors, j'aime beaucoup aller vers les gens qui ne sont pas moi, qui agrandissent mon monde. Et quand quelque chose me fatigue, me rend curieux, ben, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aller vers des gens. Alors, j'ai lu donc ceux qui semblaient du côté du trash et j'allais du côté de ceux qui me semblaient être dans la fureur. Et c'est un peu comme ça que je les ai choisis. Mais j'avais par contre, comme je suis un peu âgé, que je fais ce travail-là depuis assez longtemps, il y avait quand même certaines personnes un petit peu qui sont dans le milieu littéraire depuis un peu plus longtemps, comme France Théoret ou Victor Lévy-Beaulieu ou Yves Boisvert, ou même Jean-Marc Desjans, qui sont là depuis plus longtemps. Alors là, je pouvais les intégrer parce qu'il me semblait annoncer tout ça. Puis je suis allé vers Victor Lévy-Beaulieu d'abord parce que c'était un premier amour, je pourrais presque dire. Oui, vous êtes allé, c'est un peu ça. Ce qui est intéressant dans le recueil d'entretien, c'est que vous avez à la fois, donc, en guillemets, des doyens de la littérature québécoise. Vous parliez de Victor Lévy-Beaulieu, il y a Pierre Ouellette à la fin, Joséphine Bacon, et en même temps, vous avez des autrices plus jeunes, je pense à Maude Veilleux, Laurence Veilleux, Marjolaine Beauchamp. Donc, c'était pour vous très important d'avoir des générations comme ça différentes. Ah, c'est toujours essentiel. Pour moi, je pense que je reste professeur, mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais professeur que je pense comme ça, mais je veux vraiment la rencontre des générations. Je veux la rencontre des styles, je veux la rencontre des époques, je veux la rencontre des gens. Je veux que les gens qui se chicanent peut-être dans la vie, dans le fond, puissent se rencontrer même dans le livre, parce que moi, je vais au-delà des chicanes, je vais au-delà des accointances, je vais au-delà des pressions, je vais vers des gens que je trouve important. Et en regardant un peu mon livre, ça s'est fait spontanément, j'ai remarqué qu'il y avait plus de jeunes auteurs et que des plus anciens. Alors, ça veut dire que ma curiosité, parce que c'est vraiment la curiosité qui me porte tout le temps, c'est-à-dire je veux comprendre, je veux savoir, je veux voir un peu quelles sont les motivations qui font cet univers-là, qui font cette écriture-là, qui font ce type de monde-là. Je veux le savoir, je veux comprendre et je vais vers des gens qui veulent bien être avec moi. Oui. Ce qui m'a frappé également, Gérald Godette, c'est que votre premier recueil d'entretien, donc publié en 2019 chez Nota Bene, Écrire, aimer, penser, ce sont 3 infinitifs. Alors que dans ce recueil d'entretien que vous publiez toujours chez Nota Bene, Parlons de nuit, de fureur et de poésie, là, nous n'avons plus
des infinitifs, nous avons vraiment un verbe conjugué. Et ce fameux parlons de nuit, de fureur et de poésie, est-ce que c'est parlons au sens d'une invitation que je peux accepter ou non, ou c'est parlons au sens d'un impératif, d'une urgence, d'une nécessité de parler de nuit, de fureur et de poésie? Il y a tout ça, mais je pensais qu'il y avait aussi un troisième sens que vous évoqueriez, c'est que parlons ensemble, François Guérette et moi, parlons ensemble de nuit, de fureur. Pierre Ouellette, parlons de ce monde des ombres que tu côtoies, que vous côtoyez. Joséphine Bacon, quel est ce monde-là? Alors, parlons ensemble, parlons, créons cette intimité-là, créons cette confiance-là, créons cette zone où là, on va parler ensemble de ça pour essayer d'habiter justement ces univers-là. Puis, ensuite de ça, donnons-le aux autres. Alors, c'est une invitation, bien entendu, parce que si je pense à ce que je disais un peu tantôt, c'est-à-dire que je vais vers ce qui me paraît étrange. Spontanément, je ne vais pas, je vais plutôt du côté de la lumière, je vais du côté de ce qui élève, je vais du côté des splendeurs, parce que j'aime beaucoup être dans une espèce d'enthousiasme qui m'apporte de la lumière, naturellement. C'est-à-dire, c'est spontanément. Oui. Bon. Et là, j'allais plutôt du côté de la nuit, du côté de la virulence, de la violence. J'allais du côté d'une certaine blessure, de certaines blessures d'exister, de certaines contradictions intérieures aussi, en tout cas de certaines habitations très violentes ou très, très douloureuses des choses. Mais d'un autre côté, il faut aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la lumière, il y a la nuit. Oui, observons la nuit, observons ce qu'il y a dans la nuit. La nuit, c'est tous les possibles. La nuit, il y a ce qui dort, il y a ce qui est caché, il y a ce qui est invisible. Alors, parlons de nuit, parlons de ce qui est dans la nuit et sur lequel on pourrait voir apparaître de la lumière. Il y a Martine Audet qui a ce beau mot qui lui vient pratiquement de Georges Dédé Huberman, qui est le mot soulèvement. Oui. Alors, elle dit quand on voit la nuit, quand l'aube arrive, on soulève un peu. Soulever, c'est intéressant parce que c'est comme lever un peu la couverture pour voir ce qui va apparaître. Alors, ce parlons, c'est dans le fond, parlons-en ensemble, vous, écrivain, et moi, intervieweur, parlons-en ensemble et parlons-en pour les autres. Mais d'un autre côté, c'est que, comme toujours on le dit, c'est que même dans la nuit, même dans la fatigue, même dans la désolation, même dans la blessure, même dans la violence, il y a une beauté, il y a une volonté de vivre. C'est ça qui est assez extraordinaire parce que tous les écrivains qui examinaient la nuit, et qui examinaient les drames intérieurs, qui travaillaient à travers la fureur, toujours ils reconnaissaient qu'ils étaient ni plus ni moins il ou elle, des survivants, qu'ils découvraient de la beauté. Et j'utiliserais le mot de Marjolaine Beauchamp, il y avait de la bienveillance. Alors, oui. Je pense que face à ce qui apparaît dans la nuit, face à ce qui apparaît dans la fureur, face à ce qui explose, on peut avoir justement de la tendresse et on peut voir qu'il y a une grande humanité derrière tout ça. Diriez-vous également que ce recueil d'entretien, je reprends un titre de Cioran, exercice d'admiration, diriez-vous que ce sont autant d'exercices d'admiration? Je ne peux rencontrer un écrivain que parce que je l'admire. Je vais vers des gens d'abord qui m'impressionnent. Pourquoi? Parce qu'ils me sont étrangers. Parce qu'ils agrandissent mon moi. Victor Lévy-Beaulieu dit « Toute lecture est désir, rêverie du désir et transgression du désir. Oui. » Je pourrais bien voir les auteurs comme étant mes semblables, comme étant un miroir. Je pourrais rechercher des reflets et me complaire dans ce jeu d'écho. Mais c'est pas ça. Moi, je vais vers des gens qui me sont différents. Je vais vers des gens qui me sont étrangers
et qui m'impressionnent et que j'admire parce que ils sont allés là où je n'aurais pas osé aller, qui ont compris ou tenté de comprendre ce que je ne pensais pas, je ne peux pas comprendre, qui osent des impudeurs qui n'auraient pas pu être les miennes. Alors, dans ce sens-là, ils m'impressionnent, ils vont plus loin que moi, ils vont plus haut que moi, ils comprennent avant moi et je les admire pour ça. Et c'est pour ça que je vais vers eux en étant absolument admiratif. Oui, admiratif parce que admirer, c'est aussi être tiré vers le haut. Quand on admire, quand on s'enthousiasme, tout à coup, le corps se dresse et là, on regarde en haut et il y a quelque chose qui se passe. Et même si on m'amène dans la nuit, même si on m'amène du côté des prostituées, des drogués, des poquets de l'existence, même si on m'amène du côté des chouins comme Yves Boisvert, il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose qui élève. Ben, je me permets une indiscrétion, Gérald Godette. Vous m'invitez à le faire. Est-ce qu'il y a chez vous une impudeur que vous avez pu connaître davantage, justement parce que vous l'avez rencontré chez un auteur ou une auteure de votre recueil? Non, je reste impudique. Pardon. Pudique! Quel lapsus! Excusez. Moi, je disais rien, je m'attendais, j'ai dit ça y est, c'est l'indiscrétion, c'est un moment. Ah bon, je reste impudique. Ah bon. Pourquoi vous restez pudique? Je reste pudique. Pourquoi vous restez pudique? Parce que je pense que c'est peut-être un fait de génération, c'est parce que jaillit le moi. Je ne trouve pas que ce que moi j'ai à raconter, ce que j'aurais à raconter de ma propre expérience pourrait être à ce point intéressant que je puisse oser raconter presque de façon anecdotique et à l'infini finalement ce qui se passe. Alors, je trouve extrêmement courageux. C'est important qu'on le fasse. Ça semble répondre à un besoin chez les plus jeunes, par exemple, qui abordent plus facilement l'écriture de soi, l'autofiction aussi. Mais je ne suis vraiment pas capable d'aller jusque-là parce que je suis trop pudique. Je veux écrire, moi, pour moi, là, je veux écrire quand j'aime, je veux écrire quand quelque chose m'éblouit, je veux être de ce côté-là des choses. Alors, on dirait que mon impudeur, ma pudeur, m'amène à garder pour moi ce qui est du côté de la nuit. Mais j'aime les nuits. J'ai aimé les nuits quand j'étais plus jeune. Ben, écoutez, mesdames, messieurs, je vous annonce avec regret que nous n'aurons pas pour bientôt les confessions de Gérald Godet. Ce sera pour une autre vie, peut-être. Je remarque également dans votre recueil d'entretien, ce nouveau recueil d'entretien, donc Parlons de nuit, de fureur et de poésie, que contrairement au premier recueil d'entretien publié chez Notre Béné en 2019, où vous utilisiez le vouvoiement, là, cette fois, pour les 18 auteurs, exception faite de 3 auteurs, Victor Lévy-Beaulieu, Pierre Ouellette et Joséphine Bacon, vous tutoyez les auteurs. Pourquoi ce passage au tutoiement? Ben, écoutez, c'est à cause de l'intimité, je crois. Et je crois aussi que c'est par ma grande fréquentation de la poésie et des poètes. Moi, j'ai été directeur de la revue de poésie Estuaire pendant une dizaine d'années, pendant presque 10 ans, 9 ans. Et de sorte que beaucoup d'auteurs, je les fréquentais, je les publiais, on se rencontrait à tout moment. Alors, ben, ça, c'est pour les plus vieux. Et les plus jeunes, mais forcément, bon, j'ai l'âge que j'ai, ils avaient 20 ans, 25 ans. Chloé Savoie-Bernard dans la vingtaine. Kevin Lambert, c'est la même chose. François Guérette, un petit peu plus, mais quand même, c'était tous des plus jeunes. Et ces écrivains-là me demandaient effectivement le tutoiement. Mais le tutoiement me venait facilement.
Mais même des amis qui sont, comme Jean Royer a été un grand ami, je n'ai pas pu. Gaston Miron, je le fréquentais, je n'ai jamais pu les tutoyer, je les voyais tout le temps. C'est une affaire d'éducation, je pense, mais là, c'est sûr qu'il y a une intimité, il y a et l'intimité, je pense que l'écrivain voulait tout de suite établir, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut se tutoyer? On me l'a demandé, parce que, bon, Laurence Veilleux, je la rencontrais pour la première fois particulièrement. Oui, bon, c'est une jeune poète. Alors, ben oui, alors, je la rencontrais, elle me l'a demandé, bon, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Alors, d'autant plus que j'ai enseigné, alors les étudiants me disaient tu aussi, alors il n'y avait pas de problème. Alors, on pouvait me le demander, et moi, j'aimais ça parce que finalement, je me disais, là, il y a déjà un lien de confiance qui peut s'établir et on peut vraiment échanger. Et ça, ça a toujours été possible. Je signale également que dans Parlons de nuit, de fureur et de poésie, vous avez 4 sections. La puissance de la lecture, première section. Deuxième, la force du jeu. Troisième, les grandes batailles. Quatrième, l'intimité de la nuit. Donc, dans chacune des sections, vous avez des poètes, donc vous avez interviewé. Je remarque que dans les 3 premières, puissance, force, bataille, on a une lutte, on a un combat. Alors que dans la dernière section, l'intimité de la nuit, on semble se diriger vers un apaisement. Est-ce qu'il y a un chemin, en effet, dans ces 4 sections? Oui, je l'ai vraiment pensé comme ça. Je voulais que ça se termine comme ça. Et je trouvais que c'était d'une belle façon terminer ce livre-là avec Joséphine Bacon parce que Joséphine Bacon, on le sait, on la voit, on l'entend, c'est une force tranquille. Et elle a évidemment vécu des drames. Elle a été blessée comme son peuple a pu être blessé. Elle a perdu sa culture à un moment donné parce qu'elle est au pensionnat, mais elle la réapprend, mais d'un autre côté, elle la réapprend, elle nous la donne aussi de façon tout à fait paisible, tout à fait enchanteresse. Alors, dans ce sens-là, oui. Alors, je voulais absolument, parce que je voulais aussi préparer pour le 3e recueil d'entretien, parce que c'est sûr que c'est mon tempérament aussi. Je fais mes recueils de poésie aussi comme ça. S'il y a des batailles pendant un certain temps, je ne peux pas terminer s'il n'y a pas quelque chose qui vient apaiser. C'est comme ça. Oui. Et j'aime aussi que les écrivains, même les plus tourmentés, sortent de la rencontre avec un peu d'apaisement, puis de tendresse. J'ai aimé sentir la vulnérabilité, la tendresse chez un Yves Boisvert ou chez un François Guéret, oui. Ou même chez un Victor Lévy-Beaulieu. Ah oui, oui. Ben absolument. Victor Lévy-Beaulieu, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais étudiant et il venait d'être baveux à l'égard des professeurs de l'université parce que c'était à l'université. Et je vais manger avec lui après parce que j'avais demandé si on pouvait se rencontrer. Et il m'avait dit, on va dîner un petit groupe ensemble. Après, il avait été baveux, il avait été arrogant comme il est capable de l'être, surtout face à des universitaires. Mais il m'avait dit, est-ce que j'étais correct? Alors, j'ai tout de suite vu la grande fragilité, finalement, de cette... Et je l'ai rencontré après à quelques reprises, et c'était toujours l'immense tendresse. Bon, apparemment, évidemment, malcommode, et bougon, et arrogant, ou un peu ordurier parfois, mais là, d'une tendresse. Alors, je pense que l'intimité fait en sorte qu'il y a, même si les exacerbations s'expriment, se montent, se donnent à entendre et à sentir. Et bon, évidemment, on nomme très précisément toujours ce qui fait les contradictions, ce qui fait les éclaboussures, ce qui fait les blessures, ce qui fait l'inconfort existentiel. Je m'arrange toujours pour qu'on le nomme, qu'on nomme ça. Mais d'un autre côté, j'aime toujours voir comment l'écrivain arrive à trouver un peu d'apaisement. Oui. Bon, parce que... Bon. Mais en même temps, vous considérez que cette fureur qui est dans le titre, elle est nécessaire. Oui, absolument. Il n'y a pas d'apaisement sans fureur. Et d'autant plus que dans la fureur, si on pense à la fureur sacrée, la fureur sacrée, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Alors,
c'est quelque chose qui emporte et qui élève, qui émerveille et qui nous apporte, qui nous mène vers la lumière. Alors, c'est sûr que même, par exemple, Jean-Marc Desjans, qui a écrit Transfiguration, qui a écrit, il était sa fureur, où il y a beaucoup de violence, mais malgré tout, même la violence sociale, violence politique, violence, il y a toutes ces violences-là, violence intime aussi. Alors, sa fureur, quand même, appelle la transfiguration. C'est une image biblique, c'est une image religieuse, finalement. Alors, il y a quelque chose comme ça, oui. J'aimerais lire maintenant, Gérald Godet, un extrait de votre présentation du recueil. Vous écrivez « Nicole Brossard m'avait confié un jour « Il faut protéger les circuits du cœur et de l'intelligence qui nourrissent la folie du non-réel en nous. La littérature en dépend tout autant que le plaisir d'exister. » Et vous ajoutez « Je ne l'ai jamais oublié et je me le redis chaque fois que je rencontre un écrivain ou une écrivaine dans l'entretien. Car s'entretenir, je le rappelle, c'est bien s'entretenir, se tenir ensemble, tenir à ce qui nous rassemble dans la ferveur. » Et c'est la raison pour laquelle, je présume, vous tenez à ce mot « entretien » plutôt qu'entrevue. Oui. Oui, absolument. Puis je trouve qu'on l'usurpe souvent parce que souvent, l'entrevue, c'est quelque chose qui est un peu extérieur. Même, on pense à entrevue politique où il y a une bataille d'idées, où il y a... là, moi, c'est pas ça. Je suis avec l'écrivain, je suis dans son univers, je suis de son côté. Je l'amène à en dire le plus possible. C'est bien sûr qu'il n'a pas besoin de moi. L'écrivain n'a pas besoin de moi. Le livre existe, les livres existent, ils n'ont pas besoin de moi. Mais ma curiosité m'amène à aller vers eux et elles. Et ensemble, ben, on s'accompagne finalement. Et moi, je vois la lecture de cette manière-là. Je vois les écrivains comme ça. Et surtout, on traverse une période qui est un peu difficile et des écrivains, des fois, nous aident comme ça. C'est quelque chose que les écrivains, en tout cas, que je trouve important pour moi, mais qui pourrait l'être aussi pour les autres, ce sont ceux et celles qui augmentent notre plaisir d'exister. Oui. Un écrivain qui n'augmente pas ce plaisir d'exister, je pense que c'est un écrivain qui, à la rigueur, n'est pas... il ne joue pas pleinement son rôle. En tout cas, disons pour moi. Je ne veux pas en faire un absolu, mais c'est dans ce sens-là que j'ai toujours trouvé le mot, quand Nicole Brossard m'a confié ça, j'ai trouvé ça très beau et je me dis, c'est exactement ça, parce que je suis du côté de la ferveur, je veux faire sentir la ferveur et je veux qu'on sente aussi non seulement l'intimité, mais cette ferveur-là. Oui. Parce que dans ces exercices d'admiration dont on parlait tantôt, moi, j'ai l'impression que je m'en vais vers à la fois une intimité, vers, dans le fond, une intériorité, vers ce qui se recueille, et en même temps vers quelque chose qui nous élève avec ce feu-là, ce feu sacré, finalement. Mais cette ferveur, aujourd'hui, diriez-vous qu'elle est commune à plusieurs ou simplement réservée à quelques-uns? Vous vous souvenez le mot de Stendhal, les fameux « happy few ». Alors, est-ce que vous avez la nostalgie d'une époque où la poésie québécoise semblait être vraiment dans la rue, littéralement? Je pense à la grande époque de Speak White, de Michel Lalonde, de Nommer le pays, d'aller vers l'indépendance, Gaston Miron, etc. Est-ce que vous retrouvez cette même ferveur partagée avec, je sais pas moi, par exemple, le slam, le rap aujourd'hui, la jeune génération, ou si au contraire, il y a quelque chose de cette ferveur qui n'est plus partagée? Oui, c'est pas la même ferveur. D'abord, non, moi, je ne suis pas nostalgique du tout, du tout, du tout. Je prends les écrivains les écrivaines pour ce qu'ils ou elles me donnent, pour ce qu'elles ont besoin de dire à ce moment-ci. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça dit de notre époque, qu'est-ce que ça dit de l'émotion aujourd'hui, de la façon de se sentir parce que un écrivain, toujours, fait des expériences de la vie, fait l'expérience du trouble d'exister, de la difficulté d'exister, de la beauté d'exister aussi. Il est face à un monde qui est complexe, qui est violent souvent, et qui est plein de beauté également. Alors, il vit intensément.
Et je pense que c'est ça que je veux faire sentir. Et je pense que ce qu'il y a de plus, ce qui rejoint la fureur, qui serait peut-être la fureur d'aujourd'hui, qui serait la ferveur dans le fond, c'est dans cette volonté qu'aurait chaque écrivain, disons les plus jeunes, mais disons les plus vieux aussi. J'ai toujours je ne veux pas perdre mon idée, alors j'en dirai pas trop en même temps. Chez les plus jeunes, c'est cette idée qu'il ne faut pas lâcher. Qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas perdre l'idée pour le prochain livre, qu'il faut continuer. Alors, c'est François Guérette qui me disait ça à un moment donné, que dans le fond, il n'était pas sûr de pouvoir écrire le prochain livre. Il n'était pas sûr d'être capable d'y arriver. Alors, je me dis, pour chaque écrivain, qui ont de la misère à trouver leur place dans l'existence, mais aussi en littérature et dans le monde évidemment du livre, qui ont eu de la difficulté, qui ont de la difficulté à se sentir vraiment à leur place. Eh bien, je pense que dans le désir, le dur désir de durer, le dur désir de continuer, en écrivant malgré tout, eh bien, malgré la solitude, malgré la détresse, malgré la difficulté à trouver sa place, eh bien, je pense que là, il y a une fureur. Cette fureur-là, c'est la rage de dire on va y arriver, on continue. Oui. J'ai envie de vous demander également, vous citez France Théoret dans le recueil qui dit « Il faut être éclaté, irresponsable pour pouvoir chercher, aller ailleurs ». Gérald Godette, en quoi êtes-vous irresponsable? Non, mais j'essaie. Hein? Il refuse, évidemment, toute indiscrétion, mais je m'essaie, je reviens à la charge, c'est mon rôle. Je suis responsable en étant tout à fait responsable, en étant, dans le fond, à l'écoute de ceux qui sont pas nécessairement écoutés, en étant jusqu'à un certain point avec ceux et celles qui, jusqu'à un certain point, pourraient me rejeter parce que je suis trop vieux, parce que je suis un homme, parce que je suis blanc, parce que je suis comme ça. Alors, d'un autre côté, mon irresponsabilité, c'est de dire, moi, j'ai une responsabilité, c'est de renverser, dans le fond, la légende, renverser les attentes et, dans le fond, de me permettre de cette façon-là. Alors, mon irresponsabilité, c'est dans mon irresponsabilité et ma responsabilité, c'est d'accueillir des écrivains aussi qui ont été mal accueillis. Je pense à Yves Boisvert qui a souvent, j'ai été témoin, je l'ai connu, j'ai participé à des c'était pas. Alors, je lui ai donné une bonne place dans le livre parce que parce que je l'aime bien, parce qu'il m'avait donné 2 entretiens au cours des années, puis aussi parce qu'il avait eu ce film magnifique à tous ceux qui ne me lisent pas, qui m'avait complètement bouleversé, qui m'avait complètement bouleversé. C'est pour ça que j'ai voulu aller rencontrer le cinéaste qui a fait ça, Yann Giraud, pour voir pourquoi, et Boisvert, pourquoi. Alors, mon irresponsabilité, finalement, c'est de dire ce qu'on juge pas faisable, pas convenant, pas à la mode, pas cool, eh bien, je l'aborde pareil. Et je deviens accueillant. Ce qui me permet peut-être de rebondir avec cette autre question. Là, cette fois, c'est Maude Veilleux que vous citez. Alors, Maude Veilleux dit « Il faut écrire les nœuds. Écrire sur ce qu'on n'arrive pas à s'expliquer, ce qui nous met en colère. » Qu'est-ce qui vous met en colère, Gérald Godet? Oui. Ce qui me met en colère, c'est le rejet. C'est le rejet des gens, l'incompréhension, la difficulté à prendre les gens comme ils sont, comme ils peuvent être. Alors ça me met hors de moi et ça m'attriste beaucoup de voir que il y a beaucoup de types de gens, de types d'écrivains, de types de rencontres possibles. Mais surtout quand on
quand on refuse de comprendre. Comprendre, on sait, on connaît le sens, c'est prendre avec, c'est d'accompagner, accompagner dans le don, dans le pardon, et moi, c'est-à-dire comme humain, mais aussi quand je rencontre des écrivains, eh bien, je suis aussi de ce côté-là des choses. Alors, ça me met en colère. Mais la bêtise, évidemment, la bêtise comme celle qu'on avait quand on avait un ancien président des États-Unis, ça me décourageait chaque jour. Alors, mais on ne va pas le nommer, c'est dangereux. Non, ne le nommons surtout pas, oublions-le. Mais ce qui vous parlez de colère, mais c'est pas que ça me met en colère, c'est que ça me chagrine énormément. Oui. Et peut-être même plus. Oui, ça me chagrine plus. Oui. Je suis rarement en colère. Moi, j'ai plus des chagrins. Parce que j'aime les gens, parce que j'aime le monde. Je trouve que toute personne qui est un peu différente, qui est un peu particulière, j'aime m'asseoir à côté, devant, et de jaser pour essayer d'accueillir et de passer par-dessus peut-être certains préjugés que je pourrais avoir. Alors, ce rejet-là, moi, je le trouve insoutenable et ça m'afflige beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et en étant dans le milieu littéraire, quand j'ai commencé à y aller, j'ai vu que moi, j'idéalisais le monde des livres, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de guerre, il y avait beaucoup de méchanceté qu'il pouvait y avoir chez les écrivains, et ça me blessait profondément. Alors, je n'accepte pas la méchanceté, je n'accepte pas l'absence de reconnaissance de la profonde humanité de quelqu'un qui, en principe, en est dépourvu. Oui. Ça, je trouve ça affligeant. Mais sans être dans le rejet, Gérald Godet, sans être dans la méchanceté, est-ce qu'il y a place tout de même pour la critique dans un recueil du genre? Je vous donne un exemple précis. Vous avez un entretien avec Kevin Lambert qui est particulièrement riche. Et Kevin Lambert, à un moment donné, dit bien que la littérature n'a rien à voir avec la morale. La littérature n'est pas la loi. La littérature est, au sens fort du terme, vraiment un contre-pouvoir. La littérature se dresse contre l'État. Il a cette affirmation. Et là, je vous imagine, là, vous êtes au restaurant, les deux, vous êtes en train de parler, et vous avez Kevin Lambert, on sait c'est l'auteur de Querelle de Roberval. Je préfère la politique des voleurs, des tueurs, des putes et des pornographes, des braqueurs de banque. Est-ce que vous sursautez? Est-ce que vous avez envie de critiquer, de dire, ben non, ce sont des mots, ça, je préfère la politique des voleurs, des tueurs, des putes et des pornographes, des braqueurs de banque. Est-ce qu'on fait des mots ou vraiment on pense que réellement, je préfère la politique des voleurs et des tueurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a tout de même sursauté en disant, ben là, je peux pas le laisser dire un truc pareil? Ben, quand Kevin me parlait, j'ai aimé ce qu'il me disait, même si continuellement il défaisait mes catégories. Moi, j'aime beaucoup c'est la même chose, m'est arrivé la même chose quand j'ai lu L'âme littéraire d'Étienne Beaulieu. Alors, moi qui aimais Kundera, ben lui, il défaisait Kundera. Moi qui ai peut-être des idées sur la beauté, sur ce que c'est un regard, alors lui, continuellement, il défaisait les définitions. Il disait non, c'est pas une catégorie. Il faut se défaire des définitions. Il faut se défaire des catégories. Alors dans le fond, je pense que ça va dans le sens de son esthétique, ça, de sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il se sent près de Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, elle aussi, va par exemple parler des travestis, des drogués, des voleurs, mais elle va montrer leur humanité. Elle va voir comment dans leur combat, il y a quelque chose qui s'explique, il y a quelque chose qui a été blessé, quelque chose qui date de loin. Surtout si on parle des Noirs violentés par des policiers blancs, elle va parler de ça. Alors Kevin est dans cette mouvance-là où il
il va peut-être de façon radicale dans une certaine outrance en parlant des voleurs, en disant qu'il aime cette esthétique-là, mais dans le fond, c'est parce qu'il veut se défaire des catégories, il veut se défaire d'une certaine lecture qu'on peut avoir de ce que c'est être un homme, de ce que c'est une femme, de ce que c'est vivre en société, qu'a donné, évidemment, la civilisation occidentale. Alors, oui, j'ai envie d'être critique. Je le suis jusqu'à un certain point, mais moi, j'accueille ça avec bonheur parce que ça me défait. Ça défait mes catégories, ça défait ma façon de voir. Je suis obligé de penser les choses autrement. Alors, ça, j'aime beaucoup ça, et moi, je vais les écrire. Et même si ça va, évidemment, ça me ressemble pas tout à fait, ça. C'est pas ça vers quoi je vais d'emblée. Sauf que j'ai adoré ces deux romans, Querelle de Roberval et Tu aimeras ce que tu as tué. J'aime ça. Mais c'est un peu comme j'aime Victor Lévy-Beaulieu, je l'ai toujours aimé. J'aimais au début, même si c'était quelqu'un qui était dans l'ordurier, dans l'outrance, j'aimais ça. Alors qu'est-ce qui va? Mais j'aime un écrivain comme ça qui va au bout d'une certaine logique, une logique inattendue, une logique qui va pas selon la bonne conscience, la bonne morale, et qui voit quand même. Parce qu'il y a de la séduction, il y a de la beauté, il y a une phrase qui est emportée et qui est magnifique. Kevin Lambert, c'est un jeune auteur encore, mais c'est un grand intellectuel et c'est quelqu'un qui va nous surprendre. Et d'ailleurs, il dit dans cet entretien, il n'y a pas seulement les textes qui nous font, il y a aussi ceux qui nous défont. Oui. J'aurais envie de vous poser la question, Gérald Godette. Quel est le texte qui vous a défait, le premier? Le premier texte, vous avez senti vraiment que vous étiez défait après l'avoir lu. Qu'il y avait quelque chose qui était fait et qui n'était plus fait après l'avoir lu, qui était défait. J'en ai nommé deux, là, c'est-à-dire Kevin et Étienne Beaulieu. Il y a ces livres-là, mais défait, moi, je l'entends aussi dans le sens de quelqu'un qui tout à coup vient remettre en question notre façon d'être, notre façon de voir, notre façon de comprendre, notre façon qui remet en question certains mots, qui nous en donne de nouveaux. Alors, je pense à cela. Mais le plus étonnant, c'est le premier du livre, c'est Victor Lévy-Beaulieu. C'est vraiment Victor Lévy-Beaulieu, et c'est pour ça que je l'ai mis là, même si l'entretien que j'ai eu, le premier entretien que j'ai eu avec lui date d'assez longtemps, je l'ai mis là parce que c'est un premier amour. J'étais à l'université, je lis Les Grands-Pères. C'était une écriture absolument incroyable dans la mesure où on était vraiment dans l'humeur dégueulasse, là, dans l'abject, si on veut. Mais on était dans une écriture qui me paraissait somptueuse et qui était riche du point de vue de l'imaginaire, et même si c'était contre moi, même si ça défaisait évidemment l'image que j'avais de mes grands-parents ou des grands-parents comme j'aime les voir, ça a été le premier. Et ça, alors, c'est pour ça que moi-même, j'ai toujours été un peu étonné de mon attachement si grand à un bonhomme comme ça, comme Victor Lévy-Beaulieu, parce qu'il n'a pas toujours été agréable, il ne s'est pas toujours présenté aux entrevues des fois qu'on avait organisées, mais quand même, je me suis toujours surpris. Mais je dis, il y a quelque chose qui a une ferveur, il y a une fulgurance, il y a un emportement, et surtout chez lui, il y a ce projet totalisant qui est le grand œuvre. Qui est le grand œuvre, mais il dit absorber dans une écriture, toutes les contradictions, toutes les vies, toutes les époques, et le relancer, le recracher dans une écriture qui ne peut être que somptueuse. Alors, l'avalement, le désavalement, l'avaler, désavalé, c'est un peu ça. Ouais. Et mais il dit j'ai toujours aimé cette phrase-là, puis je pense qu'elle est fondamentale. Elle m'est toujours restée. C'est qu'il dit: il faudra avoir un projet si vaste
ce qui est important pour un écrivain, c'est d'avoir un projet si vaste qu'il devient impossible de le perdre de vue. Et je pense que c'est l'une des plus belles notions de la ferveur et de la volonté de durer. Et je pense que tous les écrivains qui sont là sont... C'est aussi votre projet. Vous parlez d'un troisième recueil d'entretien, donc c'est aussi votre projet, quelque chose de tellement vaste que finalement, vous peinez à imaginer le tout. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison, parce qu'il me décourage aussi, parce que c'est effrayant un projet. Moi, j'ai aimé Victor Lévy-Beaulieu, j'aime tout ce qui est démesuré. J'aimais Victor Lévy-Beaulieu parce qu'il était de ce côté-là. Et j'aime les chanteuses, les chanteurs démesurés. J'aime les écritures aussi démesurées. Alors, j'aime ces projets-là. Et ça me fait peur parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais il y a des gens qui sont des bœufs, comme Victor Lévy, comme Victor Hugo, qui sont capables d'y arriver à faire quelque chose de colossal. Moi, j'ai mes limites. Mais je pense au troisième livre. Mais quand je fais la liste là, de ceux et celles que j'arrive à 40, là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? J'en ai pour 3-4 livres. Alors, je ne sais pas. Il faudra que je m'arrête. Oui. Il nous reste à peine quelques minutes pour prendre peut-être aussi après les questions des personnes qui se trouvent sur les lieux du tournage. Je le rappelle. Alors, les quelques rares personnes qui se trouvent sur les lieux du tournage, Martine Audet dit à un moment donné, je peux, mais pas assez. Ça pourrait être votre épitaphe? Oui. Ça pourrait être ça. Jean-Paul Daou, il y en a une plus belle. Il arrive et dit, je souffre, mais c'est de toute beauté. lui il veut qu'on écrive ça sur une chaise de Michel Goulet. Mais moi, je peux, mais pas assez. Oui, ça pourrait tout à fait être... parce qu'il faut être travaillant, il faut beaucoup de discipline. J'avais apporté avec moi le livre de Léla Slimani, que je viens tout juste d'avoir, de la librairie. Et elle commence en disant que pour écrire, il faut qu'elle renonce à devienne misanthrope. Elle a renoncé à l'idée d'aller prendre un verre avec un ami, d'aller prendre, d'inviter à dîner, d'aller voir son fils, sa fille. Moi, je suis pas capable. Non, je fais ce travail-là, mais d'abord, j'ai mes propres angoisses. Ensuite de ça, je ne peux pas... là, évidemment, on est très confinés, alors c'est pas pareil, mais il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais moi, je tiens à l'amitié, je tiens à ces présences-là, et je ne renonce pas à un verre de vin, un verre de bière, autant d'une peine avec mon amie Isabelle, bon. Et Gérald Godet, rapidement, dans l'entretien avec Benoît Jutras, il parle à un moment donné de ce rituel chez les bouddhistes, les moines bouddhistes, vous savez, les fameux jardins bouddhistes où avec un râteau, donc on trace des sillons toujours droit, et à un moment donné, quand le jardin est jeune, les sillons sont faits à la perfection, sont toujours très droits. Mais pour avoir un jardin parfait, plus tard, on va utiliser une branche pour tracer cette fois un sillon imparfait. Pourquoi? Parce que dans un jardin parfait, il doit y avoir une imperfection. Question Gérald Godet, dans votre recueil d'entretien, y a-t-il une branche? Y a-t-il une imperfection? Oui. Laquelle? Peut-être celle que vous avez touchée tantôt avec Kevin Lambert. Je ne l'ai peut-être pas assez. Mais écoutez, son entretien fait 20 pages. C'est beaucoup dans le recueil. Il est déjà très... c'est déjà... Mais... oui, il y a la branche, ce serait celle qui fait en sorte qu'on ne va jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout est inachevé, tout est circonstanciel, tout est partiel, et la beauté, elle est dans cette imperfection-là, dans cet inachèvement-là. Parce que, évidemment, je rencontre toujours des gens vivants qui sont, il y en a beaucoup de jeunes dans ce recueil-là aussi. Alors, ils sont pas, puis même les plus vieux, ils sont pas à la fin de leur vie d'écrivain et d'écrivaine. Alors, j'aime beaucoup cette idée-là que c'est un moment, mais c'est un moment qui est assez grand parce qu'il va loin dans leur passé, il va loin dans la mémoire littéraire, mais en même temps, c'est inachevé, c'est imparfait, on balbutie, on n'a pas tout à fait les mots, et avec eux, avec elles, j'ai pas toujours les mots.
Et avec eux et avec elles, j'ai pas le mot final. Et ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais il y a cette ferveur qui fait qu'on veut continuer. Moi, je les violente. Et la ferveur, elle est palpable. Mais d'un autre côté, il y a aussi, c'est que je les violente un peu. Parce que l'écrivain, je pense que tout le monde m'a dit ça, a toujours peur de ne pas pouvoir écrire le prochain. Oui. Alors que moi, je les amène à revenir vers celui d'il y a 10 ans, celui d'il y a 3 ans, celui d'il y a 2 ans, alors qu'on est en train de faire autre chose. Alors qu'on remet peut-être même en question sa présence comme écrivain ou écrivaine. Alors, c'est violent un peu. Mais d'un autre côté, je me dis tout le temps, c'est dire qu'ils ou elles n'ont pas travaillé pour rien. Que ce qu'elles ont déposé dans la mémoire du monde il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça vaut la peine. Ça n'a pas à être oublié. On est toujours attiré par la dernière mode, la dernière nouveauté, le dernier livre. Un livre, ça dure, quand on en parle, ça peut durer 1 journée, 2 journées, 3 semaines, quelque chose comme ça, mais on l'oublie. Alors non, moi je dis non. Et c'est pour ça que ces livres-là, je trouve que mon livre est important. C'est pour avoir de la mémoire, pour qu'on ait de la mémoire. Très bien. Avant de conclure cet entretien, Gérald Godet, j'aimerais savoir si les rares personnes qui sont ici dans la salle, auriez-vous une remarque, une question, un commentaire? Essayez vous aussi de lui faire révéler quelque chose. C'est pas facile, mais quand même, hein, peut-être que y a-t-il quelqu'un? Oui, madame, allez-y, je pourrais répéter votre question au cas où on l'entendrait mal. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà commencé des entretiens pour le prochain recueil? Et si oui, est-ce qu'on peut déjà avoir des noms? Un scoop. Merci, madame. Un scoop. Un scoop. Bon, j'ai à peu près la moitié du livre de fait. La moitié? Oui. Alors, mais il y a tous, dans ma liste de 40 là, que je veux faire, il y en aurait d'autres, évidemment. Il y aurait, Il faudrait que quelqu'un se charge de la transcription. Si vous connaissez quelqu'un d'aimable pour se charger de la transcription, je vous assure, Gérald Godet, il nous réserve au moins 54 autres recueils d'entretien. Bon, écoutez, j'aimerais bien Mathieu Bellil, par exemple. J'aimerais bien sortir aussi un petit peu de la poésie. J'aimerais bien Monique Porou. J'aimerais bien aller vers Carole David, vers des gens comme ça. Alors, j'en ai assez dit, là. Quelqu'un d'autre dans la salle? Remarques, questions, commentaires? Eh bien, nous allons terminer cet entretien, Gérald Godet, si vous le voulez bien, avec un mot de Joséphine Bacon. Alors, Joséphine Bacon qui termine donc ce recueil. On a commencé le recueil avec Victor Lévy-Beaulieu. On le termine avec Joséphine Bacon. Et Joséphine Bacon dit ceci: le découragement n'existe pas quand on sait que nous nous reverrons. Gérald Godet, j'espère que nous nous reverrons sous peu. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Christine. Merci au public. Merci à Stéphane Bélanger qui s'occupe de la technique et merci évidemment au merveilleux personnel du Salon du Livre de nous avoir accompagnés dans la réalisation de cet entretien et à une prochaine. Au revoir.